bienvenue à tous dans Tea Time, votre rendez-vous rugby. Aujourd'hui, on débriefe le 4e week-end du tournoi Destination. Un week-end placé sous le signe d'un crunch que l'on attendait de pied ferme. Hormis un match à l'issue plutôt prévisible à Rome, les affrontements ont été très serrés et on a vécu de grands moments de rugby. Un France-Angleterre qui a tenu toutes ses promesses, un 15 du trèfle dominant à Murrayfield et des Gallois qui déroulent en Italie. Sans plus tarder, plongeons au cœur de la mêlée. Nous nous devons de commencer par le match que tout le monde attendait ce week-end. Chose assez rare ces dernières années, le 15 de France était favori pour ce 108e crunch. Mais les Bleus n'ont pas joué depuis 3 semaines et ont eu peu d'occasions de s'entraîner ensemble. Et pour rester dans les chiffres, les Français n'ont battu les Anglais que 10 fois à Twickenham dans toute leur histoire. On se souvient notamment de cette victoire de 2005 sur le score de 17-18, sans aucun essai côté français, mais avec un Dimitriashvili impérial au pied. Il faut noter le retour de nombreux joueurs pour ce match. On pense tout d'abord à Virimi Vakatawa, qui avait raté les 2 premiers matchs du tournoi. Idem pour Romain Ntamak, mais le demi d'ouverture ne sera pas titulaire. Galtier préfère en conserver Mathieu Jalibert pour l'instant. Le talonneur Kamisha fait lui aussi son comeback dans l'équipe. Outre-Manche, c'est un moment crucial pour le 15 de la Rose, qui vit un de ses pires tournois depuis bien longtemps. Les 2 défaites face à l'Écosse puis face au Pays de Galles avaient surpris beaucoup de monde et n'étaient pas au niveau de l'équipe championne en titre du tournoi et de la Coupe d'automne. Eddie Jones ne fait plus l'unanimité et les médias anglais ne sont pas tendres avec lui. Pour ce crunch, il a néanmoins tenté un coaching un peu différent. On note tout d'abord la première titularisation pour Max Malins au poste d'arrière à la place d'Elliot Daly. Du changement aussi au poste de talonneur, Jamie George laissant sa place à Luke Cowan-Dickey. Enfin, Eddie Jones a choisi de sortir Johnny Hill pour faire rentrer Charlie Ewells pour libérer un maximum Maro Itoje, souvent obligé d'être au four et au moulin, commettant beaucoup trop de fautes par la même occasion. Voilà pour le coaching. Passons maintenant au match. Et il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour voir le 15 de France inscrire les premiers points de la rencontre. Virimi Vakatawa pénètre dans les 40 mètres adverses, bien suivi par ses coéquipiers. Dupont joue sur le côté pour Cretin qui transmet à Vakatawa qui trouve enfin Teddy Thomas en bout de ligne. Tout va très vite. L'ailier français tape par-dessus son défenseur, mais c'est bien notre ministre de l'Intérieur, Antoine Dupont, qui récupère le ballon et vient aplatir après un magnifique numéro de jonglage. Une action de grande classe qui laissait présager le meilleur pour ce crunch. Cela nous rappelle d'ailleurs le match de l'an dernier, avec cet essai de Ratez à la 6e minute. Le rythme de la rencontre continue de plus belle. Pas le temps de souffler. Les Anglais attaquent fort et sont finalement récompensés par un essai de leur ailier Anthony Watson à la 10e minute de jeu. Les pénalités s'enchaînent et l'Angleterre inflige ainsi un 13-0 au 15 de France grâce au pied de Farrell. À la 29e minute, Mathieu Jalibert passe tout près d'inscrire le 2e essai des Bleus. Les Anglais peuvent remercier Slade qui vient tout juste de les sauver. Les supporters français ne devront cependant pas patienter trop longtemps, car 3 minutes plus tard, c'est Damien Penaud qui vient délivrer les siens avec un magnifique essai en bout de ligne. Une vraie action à la toulousaine, comme le dira plus tard le sélectionneur des Bleus en interview. Sur une longue touche, Marchand trouve Ficou, qui combine avec Dupont, transmettant ensuite à Jalibert, qui fixe la défense anglaise avant d'offrir le ballon de l'essai à l'ailier clermontois, libre de tout marquage. À la mi-temps, le crunch tient pour l'instant toutes ses promesses et les Bleus rentrent au vestiaire en menant 17-13. La deuxième mi-temps est cependant moins impressionnante que la première, les 2 équipes commençant un peu à marquer le pas. Après une pénalité passée de chaque côté, le score est de 20-16 pour la France. Mais le match s'emballe dans les 10 dernières minutes de jeu. L'Angleterre pousse fort. Elle obtient une touche à 5 mètres de la ligne d'en but française. Après une courte séquence de pick and go, Maro Itoje passe la ligne. Essai ou pas essai? Les joueurs retiennent tous leur respiration. L'arbitre Andrew Brace annonce no try, mais cependant, il demande tout de même la vidéo. L'arbitre assistante Joy Neville annonce que l'essai est valide. Après visionnage des ralentis, Brace revient finalement sur sa décision initiale et accorde l'essai à Itoje. Farrell passe alors facilement la transformation, les Anglais passent devant 23-20. Il reste maintenant moins de 3 minutes de jeu, mais le score n'évoluera plus. Les Bleus ont une dernière chance de revenir, mais Dupont laisse le ballon lui échapper des mains. En avant et fin du match. Il n'y aura donc pas de grand chelem pour les Bleus cette année. On vient d'assister à un match exceptionnel, qui s'est finalement joué sur le fil. Et les 2 équipes ont offert du beau jeu à tous les spectateurs derrière leur télévision. L'Angleterre a sûrement proposé son meilleur match depuis le début du tournoi, face à des Bleus qui n'ont pas à rougir de leurs prestations. Se pose donc la question de savoir pourquoi le 15 de France a laissé le match lui échapper dans les dernières minutes. Ce serait trop facile de dire que l'arbitre a offert le match aux Anglais, même si la dernière décision fait couler beaucoup d'encre en France. Le 15 de la Rose n'a pas volé sa victoire, même si l'on aurait adoré voir les Bleus s'imposer à Twickenham. Mettons notre chauvinisme à part et essayons d'analyser cette défaite. Comme le souligne Fabien Galtier dans son interview d'après-match, les Anglais ont remporté la bataille de la possession, mais aussi de l'occupation, en passant 70% de leur temps dans le camp tricolore.
et cela peut s'expliquer par un manque de jus côté français en deuxième période. Eddie Jones a bien fait tourner ses joueurs, faisant même rentrer 5 joueurs dans les 10 dernières minutes de jeu. Galtier, lui, a peut-être tardé à faire ses remplacements, mais surtout il n'a pas fait rentrer tout son banc, laissant ainsi Romain Ntamack, Baptiste Serin et Anthony Gelonche en tribune. Le banc anglais a fait une réelle différence. On pense notamment à Elliot Daly qui avait un point à prouver après avoir laissé son poste de titulaire à un Max Malins pas en grande réussite ce jour-là. Mais les titulaires anglais n'ont pas été en reste. Comment ne pas parler d'Anthony Watson ? L'ailier de Bath nous a laissé apprécier toute sa vitesse, sa force et son envie de jouer. Ses pénétrations fulgurantes ont fait du mal à la défense française. Il n'oubliera pas sa 50e sélection de sitôt. S'il continue dans cette lancée, il a de grandes chances de faire partie de la prochaine tournée des Lions. Chez les avants, il faut parler de Tom Curry. Il était partout en défense et extrêmement efficace, ballon en main. Il a même empêché un essai français, en fin de première période, avec un turnover à 2 mètres de son but. Enfin, impossible de passer à côté de Maro Itoje. Il a bien sûr offert l'essai de la victoire à son équipe, mais il a aussi su freiner son indiscipline et donner du fil à retordre à Antoine Dupont notamment. Du côté des Bleus, il y a également de belles performances à souligner, mais on a dû faire des choix. Commençons par un joueur qui ne devait pas débuter ce match, Romain Taofifenua. Celui qui est venu remplacer Bernard Leroux, blessé, a livré une énorme prestation en moins d'1 heure de jeu. 17 plaquages pour le deuxième ligne toulonnais et de nombreux grattages. Seul son coéquipier Paul Williamsey a fait mieux que lui en termes de plaquage. Gaël Fickou a lui aussi été exemplaire en défense et plutôt juste en attaque, même s'il a un peu souffert en fin de rencontre. Pour son grand retour, Virimi Vakatawa était bien en forme, même s'il a un peu manqué de carburant en deuxième période. S'il a réussi à battre quelques Anglais à la course, il a aussi été actif en défense avec de nombreux plaquages réussis. Enfin, il faut revenir sur la charnière du 15 de France. Mathieu Jalibert a été impeccable face au perche et a su se montrer décisif en attaque, notamment en venant fixer la défense adverse sur l'essai de Damien Penaud. On imagine que Romain Ntamack doit commencer à se poser quelques questions. De son côté, Antoine Dupont a livré un bon match, avec en point d'orgue cet essai dès les premières secondes de la rencontre. Forcément, vu qu'il nous offre souvent des prestations extraordinaires, on peut être un peu déçu cette fois-ci, mais on est bien loin d'un match raté pour le demi de mêlée toulousain. Et évidemment, compliqué de ne pas garder en mémoire son ballon perdu sur la dernière attaque des Bleus. Voilà pour le crunch. On reviendra sur ce qui attend le 15 de France dans les jours à venir, en conclusion de la vidéo. Venons-en maintenant au match du dimanche après-midi. L'Écosse accueillait l'Irlande à Murrayfield. Le 15 du Chardon devait absolument remporter cette rencontre s'il voulait avoir une chance de rattraper le Pays de Galles en tête du classement. Mais cela n'allait pas être une chose facile quand on sait que l'Irlande a remporté 9 des 10 dernières oppositions. Depuis leur victoire historique à Twickenham, Stuart Hogg et ses hommes espéraient reprendre de la vitesse après leur défaite d'un petit point contre le Pays de Galles. Avec un Flower of Scotland résonnant dans le stade, l'hymne n'aura pourtant pas été suffisant pour galvaniser les Scots en début de rencontre. L'affiche de ce match était centrée sur Finn Russell et Johnny Sexton. Un duel de 10 que beaucoup attendaient avec impatience. En ne réussissant pas à sortir d'un ruck, l'ouvreur du Racing commence ce duel en accordant une pénalité à son homologue irlandais. Et celui-ci ouvre le score à la 3e minute. Depuis son extension de contrat au Leinster, Sexton semble retrouver la forme en proposant un jeu au pied fiable et méthodique. C'est d'ailleurs après sa passe au pied dans le dos de la défense irlandaise que Henshaw profite d'un cafouillage dans l'embut et vient inscrire le premier essai du match. Mais Russell n'est pas resté silencieux très longtemps, profitant lui aussi d'un jeu au pied opportuniste à la 28e minute. Sur un contre un peu litigieux, Stuart Hogg pousse le ballon au pied vers le milieu de terrain, permettant à Russell de mettre l'eau en difficulté et capitalisant ainsi sur son erreur. La première mi-temps voit Sexton et les Irlandais prendre le dessus sur le score de 14-10. En deuxième période, le momentum reste côté irlandais. C'est le grand Tag Byrne qui vient s'imposer physiquement derrière la ligne à la 48e minute. L'arbitre français Romain Poite a même dû intervenir afin de déterminer si le ballon était bien aplati. D'ailleurs, chapeau à lui pour un arbitrage déblayage très appliqué. En deuxième période, les Écossais semblent avoir laissé leur énergie dans les vestiaires. Mais ils parviennent tout de même à se réveiller à la 59e minute. L'arrivée de Hugh Jones depuis le banc revitalise le 15 du Chardon et son entrée se fait rapidement sentir. Sur une passe de Stuart Hogg, le centre des Glasgow Warriors enrhume la tentative fébrile de plaquage de Lowe et continue sa percée explosive jusqu'à l'embut irlandais. Les Écossais lancent la remontada. La 73e minute marque la réalisation du 3e essai écossais, grâce à une poussée en force de Hamish Watson qui reste en grande forme depuis le début du tournoi. Nous voilà donc à 24 partout. L'intensité physique est toujours au rendez-vous dans les impacts et Romain Poite l'aura bien senti lui aussi. Mais l'espoir des Écossais s'envole lorsque le demi de mêlée Ali Price s'est retrouvé pénalisé sur ses 22. Le serein Sexton vient alors cueillir le dernier pétale du Chardon écossais, donnant la victoire au trèfle sur le score de 27-24. Deuxième succès pour l'Irlande dans ce tournoi 2021 après celui en Italie.
Cette 6e victoire consécutive face à l'Écosse lui permet surtout de grimper à la 2e place, un point devant la France et l'Angleterre. La défense de fer des Irlandais doit beaucoup à l'immense travail de coaching de Paul O'Connell. La légende a bien transmis son expertise aérienne, permettant aux siens de réaliser de nombreux turnovers, que ce soit dans les breakdowns ou en touche. Les performances de CJ Stander, Will Connors et Tadhg Furlong n'ont pas déçu. On pense notamment au magnifique cadrage débordement du pilier. Mais de notre point de vue, ce sont Sexton et Byrne qui ont brillé le plus fort. En dépassant le cap des 900 points inscrits en équipe nationale, Sexton s'est montré essentiel dans son jeu au pied et dans son leadership. Mais c'est l'immense deuxième ligne des Scarlets, Tadhg Beirne, qui s'est révélé être l'impact player de la rencontre. L'ancien livreur de pizza a su montrer une fois de plus la valeur de son jeu complet et explosif. Le tout devant le sélectionneur des Lions, Warren Gatland, guettant depuis les tribunes, à la recherche de talent pour la prochaine tournée de cet été. Trop imprécis ballon en main et bousculé au sol, le 15 du Chardon s'est réveillé trop tard pour éviter ce deuxième écueil à domicile. On retiendra quand même de bien vaillantes performances, notamment celle du capitaine Hogg, mais aussi celle de Hamish Watson, toujours infatigable dans son jeu à haute intensité. Les joueurs de Gregor Townsend restent 5e et devront se relever face à l'Italie, puis en France, pour terminer ce tournoi sur une bonne note. Terminons ce débrief avec le match dont l'issue était la plus prévisible. L'Italie recevait le Pays de Galles au Stadio Olimpico de Rome en ouverture de ce week-end de tournoi. 3 défaites pour l'Italie et 3 victoires pour le Pays de Galles. Autant vous dire que l'issue de la rencontre ne laissait pas planer beaucoup de suspense. Néanmoins, les Gallois sont arrivés sur la pelouse du Stadio Olimpico concentrés et déterminés, à l'image de leur capitaine Alun Wyn-Jones, qui a su donner de la voix lors des hymnes nationaux. Peu de changements dans les 15 de départ par rapport à la semaine dernière. On peut tout de même noter le retour de Varney au poste de demi de mêlée après avoir raté la dernière rencontre sur blessure à l'échauffement. Côté gallois, le numéro 9 a changé également et on retrouve Davis en lieu et place de Hardy, blessé. Le match débute mal pour la Squadra Azzurra. L'indiscipline des Italiens est bien présente à l'image de leur capitaine Luca Biggi, qui a décidément bien du mal à proposer un jeu, disons, propre. 2 fautes coup sur coup et un carton jaune logique après seulement quelques minutes de jeu. La sanction est immédiate avec un essai de Josh Adams lors de l'action suivante. 16e essai en sélection pour celui qui était d'ailleurs meilleur marqueur de la Coupe du Monde de 2019. Le reste de la première mi-temps se ressemble. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 27-0 en faveur des hommes de Wayne Pivac. Les Gallois ont déjà le point de bonus offensif en poche, avec les 2 essais de l'expérimenté Ken Owens, mais aussi celui de Tolupe Faletau sur une passe altruiste de Louis Rhys-Zammit. Sans surprise, le 15 du Poireau a continué sur sa lancée en deuxième mi-temps avec 3 nouveaux essais de George North, Callum Sheedy et Louis Rhys-Zammit. L'addition aurait pu être encore plus salée si l'essai de Josh Adams n'avait pas été refusé. Les Italiens n'ont pas été plus disciplinés en deuxième période, à l'image d'un deuxième carton jaune pour Riccioni. Les Transalpins auraient fini Fanny s'il n'y avait pas eu cette belle inspiration de Monty Ioane à la 51e minute. Un scénario bien humiliant pour les Italiens qui voient les Gallois s'imposer 48-7 au terme de leur rencontre. 4e victoire et 3e point de bonus offensif consécutif pour le Pays de Galles. Voilà pour ce qu'il s'est passé ce week-end. Faisons un point sur le classement. Le crunch aura tenu toutes ses promesses, même si l'on aurait préféré une autre issue. Le 15 de France occupe désormais la 3e place du classement, avec un match de retard. Si les Bleus ont dit adieu au Grand Chelem, ils peuvent encore gagner le tournoi, même s'il ne sera pas chose facile. Pour cela, il faudrait tout d'abord battre le Pays de Galles la semaine prochaine à Paris. Et il faudra battre les Gallois avec la manière et un bonus offensif, si possible. Si le Pays de Galles gagne à Paris, il remporte le Grand Chelem. S'il fait match nul, les Gallois seront tout de même champions. Si les Bleus s'imposent sans bonus offensif, les Gallois peuvent encore gagner le tournoi s'ils sécurisent un bonus défensif. S'ils n'y parviennent pas, les Français devront impérativement battre les Écossais avec un bonus offensif, et ensuite, cela se jouera au goal average pour déterminer le vainqueur. Enfin, si le 15 de France bat le Pays de Galles avec le bonus offensif, et si les Gallois ne s'offrent aucun bonus, les Bleus devront encore s'imposer face à l'Écosse avec un point de bonus pour être sacrés champions. Si les Gallois sécurisent le bonus défensif, les Bleus devront également gagner en Écosse avec le bonus pour jouer le titre au goal average. Pas évident de s'y retrouver dans tous ces scénarios. Mais une chose est sûre, cela ne sera pas une partie de plaisir pour les Bleus. Le 15 de France sera donc le dernier rempart entre les Gallois et le Grand Chelem. Chose que personne n'aurait pu prévoir en début de tournoi. N'hésitez pas à nous donner vos impressions et pronostics en commentaire. On se retrouve très bientôt pour parler rugby et 6 nations. À la prochaine!